La virilité a toujours été l'apanage du pouvoir et le sexe, l'une de ses formes primaires. Don Juan, asexuel ou impuissant, comment les dictateurs se comportent-ils dans la chambre à coucher ? Analyse de la sexualité des plus grands tyrans du XXe siècle, Mussolini, Hitler, Staline et Mao. Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, la sexualité des tyrans, première partie. Quelle relation existe-t-il entre dictature et sexualité ? La sexualité des tyrans conditionne-t-elle leur pratique du pouvoir ? Et d'abord, existe-t-il une sexualité type des dictateurs ? Pour répondre à ces questions, nous allons vous raconter la vie privée des 4 plus grands dictateurs du XXe siècle. Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Staline et Mao Tse-tung. Benito Mussolini, chef de l'Italie fasciste de 1922 à 1945. 23 ans de dictature durant lesquels il combattra aux côtés de l'Allemagne nazie. Responsable de la mort ou de la déportation de millions de personnes, il conservera pourtant un ascendant sur les foules jamais démenti et un rapport aux femmes bien particulier. Alors son rapport aux femmes est commandé par un cynisme total. Didier Muset-de-Lac, professeur en histoire contemporaine, auteur du livre Mussolini. Et il a surconsommé. Alors il a consommé à la fois des comtesses, j'utilise le terme de consommer, à dessein. Il a consommé des comtesses, il a consommé des serveuses. Il ne s'arrêtait pas sur la beauté physique. Par conséquent, il a un rapport qui est un rapport, comme il le dit, qui est un rapport instinctif, primitif aux femmes. Il a besoin d'épancher sa sexualité débordante. Et quand il ne peut pas le faire, il est malheureux profondément. Donc il y a cette dimension qui est une dimension fondamentale de son être, je dirais. Et puis il y a la façon dont il procède sur le plan de cette sexualité. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un de tendre, d'un grand amoureux. C'est plutôt quelqu'un qui expédie ses conquêtes. Alors ça, il l'a toujours fait. Ça se passe très très vite, parfois en 10 minutes, au maximum en une demi-heure. Et en fait, tous les lieux, à partir du moment où il se retrouve au pouvoir, sont agencés pour qu'il y ait une sorte de ballet continu qui lui assure la venue de la gente féminine dans les meilleurs délais et au moment où il l'a choisi. Et donc, il a consommé, surconsommé, à un point qu'on ignore aujourd'hui le nombre de ses conquêtes. Le nombre de maîtresses se compte-t-il chez Mussolini en centaines ou en milliers ? Peu importe en fait. C'est le mode de fonctionnement du dictateur qui est important. Chez les dictateurs, tout est un petit peu excessif, tout est en excès. S'ils font justement des carrières extraordinaires, c'est parce qu'ils ont des talents extraordinaires. Il ne faut pas l'oublier, ce sont des gens souvent supérieurement intelligents. Ce sont des gens qui ont une énergie surprenante. Pascal de Sutter, docteur en psychologie politique, auteur du livre « C'est fou qui nous gouverne ». Donc, ils vivent les choses toujours de manière un peu exponentielle par rapport au commun des mortels. Donc, tout va être dans l'excès, y compris la consommation sexuelle va être aussi dans l'excès pour certains d'entre eux. Benito Mussolini, c'était quelqu'un qui avait cette espèce d'énergie virile qui était aussi une énergie sexuelle dans son cas et que vraiment les deux allaient en parallèle. C'est-à-dire plus il faisait l'amour, plus il avait des conquêtes, plus il se sentait rassuré dans sa virilité, plus il se sentait fort, plus il se sentait puissant et plus il pouvait aller à l'assaut du pouvoir et faire ses conquêtes et avoir même un moment un délire de grandeur, vouloir reconstituer l'Empire romain. Sur le plan sexuel, c'était la même chose, avec une grande consommation de femmes, en se prenant aussi peut-être pour un surhomme qui peut honorer l'état de femme, mais en n'allant pas jusqu'au bout non plus. Et on pourrait même faire un parallèle entre les conquêtes féminines et les conquêtes militaires de l'Italie, qui étaient dans les deux cas d'être très gourmand, mais pas être tellement gourmet, pas savoir vraiment aller en profondeur dans les choses. Mussolini a parfois même négligé les affaires de l'État pour passer du temps avec ses maîtresses. Et plusieurs de ces femmes ont joué un rôle central dans la construction de la personnalité du dictateur italien. Je dirais qu'il y a plusieurs femmes qui ont joué un rôle décisif dans son itinéraire. Certainement pas sa femme officielle, Rachele Guidi. Rachele Guidi est une femme qui va être la mère de ses enfants, la mamma.
dans la tradition italienne. Et en fait, elle ne jouera aucun rôle, je dirais, direct dans la gestion de ses affaires politiques, ni même dans sa conception du monde. C'est une Romagnole, elle vient de son village, près d'Apio. Je dirais là-dessus, là, c'est tout à fait clair. Certaines de ses maîtresses, en revanche, auront un rôle très important au cours de la vie de Mussolini, et plus particulièrement 3 d'entre elles. Angelika Balabanov d'abord. Femme politique d'origine russe, elle lui inculque les bases de la pensée politique et le transforme en homme du monde entre 1902 et 1914. Puis Margarita Sarfati, issue de la haute bourgeoisie milanaise, elle finance son ascension politique, le fait connaître dans le monde entier et complète sa formation intellectuelle entre 1914 et 1932. Clara Petacci, enfin, issue de la haute bourgeoisie romaine, elle va l'accompagner et grandement l'influencer dans sa conduite des affaires de l'État à partir de 1932. Au point qu'on se met à murmurer dans les allées du pouvoir. Qui gouverne à ce moment-là l'Italie, Mussolini ou Petacci? C'est le problème. Alors on a dit au fond que c'était Petacci qui dirigeait. Je crois que non, on ne peut pas aller jusque-là. Puis, alors il a toujours dit, il le dit d'ailleurs la Petacci, mais les femmes n'ont jamais joué un rôle important dans ma vie, surtout pas sur le plan politique. Elles sont toujours restées à un certain niveau qui était le leur, précise-t-il. Mais elles jouent un rôle. Où, et c'est intéressant le diario, le journal de la Petacci, parce qu'on voit en fait qu'il y a un échange sur les grands dossiers, sur Hitler, sur la question des Français, sur le racisme, sur toutes sortes de choses. Et donc, il y a un échange incontestable. On n'est pas simplement dans un rapport où le dictateur vient honorer sa maîtresse et repart. Non, là, il y a effectivement une liaison au sens fort du terme. Et le Duce ne se contente pas de définir sa politique en compagnie de sa principale maîtresse, il s'affiche aussi ouvertement avec les autres. Donc un personnage, vous voyez, qui est là-dessus, on peut le définir comme un prédateur, mais un prédateur qui fait savoir, et ça c'est intéressant, qui fait savoir ses conquêtes. Alors il faut imaginer aussi que Mussolini, ça, on a du mal à comprendre ça aujourd'hui. On n'imagine pas un chef d'État se promener avec sa voiture de sport en Alfa Romeo. Il va régulièrement à la mer et on peut dire qu'il drague. Il se montre effectivement à la pilotage de cette voiture qui fait du bruit, etc., où il fait tout pour être remarqué, au point qu'évidemment les gens se disent « Ah, mais sans doute, c'est bien Mussolini, c'est le Duce qui est là en personne. » Et donc, il attire les foules et puis il fait son choix. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de la Petacci. Donc, c'est un personnage qui aime se montrer. Il aime se montrer aussi à cheval, il aime se montrer faire du ski, et il aime apparaître comme un athlète politique. Et je crois que c'est très important. Ça nous renvoie précisément à cette question du corps pour les fascistes, qui est une question essentielle. Le corps de Mussolini est toujours magnifié. Il faut toujours montrer que Mussolini incarne une jeunesse, des ressources, une énergie qui se confond d'une certaine façon avec le corps politique de l'Italie. Il y a là quelque chose de fondamental, car toute la construction mussolinienne repose sur cette idée que le corps politique, son corps physique, est source d'énergie pour l'Italie. Et qu'à partir de là, l'Italie doit puiser dans son énergie. Mussolini sert de modèle, en fait, pour créer le fameux homme nouveau, qui est à la base, au fond, de ce régime fasciste, qui est un régime totalitaire. Effectivement, il y a un rapport à la virilité qui est important pour un dictateur. C'est-à-dire, un dictateur ne peut devenir un dictateur, ne peut diriger un pays que s'il montre au peuple un comportement extrêmement viril, presque caricatural. C'est typique chez Mussolini. Chez Mussolini, c'est flagrant. Chez les autres, peut-être un peu moins, mais chez Mussolini, c'est flagrant. Donc, et ça peut rejoindre également un côté un peu sexuel, donc d'être cet homme qui dégage des hormones sexuelles mâles puissantes, la testostérone, qui s'affirme chez le mâle, chez d'ailleurs la plupart des espèces, par de l'agressivité.
le mâle gorille le plus costaud, qui tape le plus fort, qui détruit le plus les gros bambous, il va être celui qui va attirer les femelles. Donc en général, les dictateurs charment les femmes. Et donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a une sexualité, c'est que ce sont des grands charmeurs de foule, qui charment les hommes. Mussolini, par exemple, est un peu l'homme que l'homme italien aurait voulu être. Alors donc on a aussi une fascination pour un homme qui représente un peu ce qu'on aimerait être et on vit à travers lui. C'est-à-dire qu'on dit « Ah, quand même, si moi j'étais cet homme de pouvoir, si moi j'avais ce bel uniforme, et si moi j'avais succès auprès des femmes, ça serait quand même extraordinaire. » On a envie d'être comme lui, donc on a envie de s'en rapprocher, donc de se faire membre du parti fasciste, de porter une chemise noire, de vraiment vouloir ressembler à notre homme idéalisé, à ce leader charismatique. Mais ce rapport avec les Italiens construit autour du corps de Mussolini va finalement se retourner contre lui, au fur et à mesure de ses défaites dans la guerre aux côtés de l'Allemagne. Il finira fusillé, lynché et pendu en place publique avec sa maîtresse Clara Petacci, dans une sorte de catharsis collective. Lorsqu'on a fait l'autopsie le lendemain, on s'est aperçu que la tête de Mussolini était en bouillie. On avait tellement frappé, on avait donné des coups de pied, on avait cherché vraiment à détruire toute parcelle, tout élément de ce corps. En somme, on cherche à avilir ces corps. Pourquoi on cherche à les avilir? Précisément parce qu'on a tant aimé Mussolini, on l'a tant adoré, qu'il faut absolument détruire ces corps. Détruire toute la magie qu'avait recélé ce corps pendant plus de 20 ans et qui désormais était un corps qui devait disparaître définitivement. Le corps du dictateur comme incarnation de sa politique, un autre tyran va aussi mettre cela en pratique, mais différemment. C'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, le pire des dictateurs du XXe siècle, responsable de la mort de 50 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont 6 millions de juifs exterminés dans les camps. Au pouvoir pendant 12 ans, le plus grand criminel de l'histoire eut sa première amourette, à 36 ans seulement, avec sa petite nièce, âgée de 17 ans, Geli Raubal. Elle ne s'en remettra jamais et se suicidera en 1931. Pourtant, leur relation ne fut que platonique. Dans le cas de Hitler, la sexualité est une sexualité quasiment inexistante. On lui connaît en fait deux aventures entre guillemets, à savoir Geli Raubal, sa nièce. Avec Geli Raubal, ils font des petites promenades, vous savez, l'après-midi, même pas le soir. C'est vraiment, nous sommes là dans un monde tout à fait particulier. Et évidemment ensuite, celle qui va marquer son empreinte à cet égard en devenant donc la compagne de Hitler, c'est Eva Braun. Eva Braun fut la deuxième et dernière compagne d'Hitler. Elle aussi avait 17 ans quand il la rencontra, et elle aussi se suicidera avec Hitler quand la guerre sera perdue. Mais les Allemands n'en surent jamais rien, et sa présence fut seulement tolérée par le dictateur. Si on regarde un petit peu son parcours dans la durée avec Adolf Hitler, on s'aperçoit qu'elle a eu beaucoup de mal à s'installer à côté de Hitler. Pendant très longtemps, Hitler l'écarte systématiquement. Tout ce qui est politique lui est interdit. Elle est considérée comme une sorte de petit oiseau par l'ensemble des nazis qui assistent à ces rencontres. Elle n'a aucun rôle, elle n'a aucune possibilité de s'exprimer. Et sur le plan justement des activités qu'on pourrait attribuer, je dirais, à une sorte d'avancée en matière sexuelle, il n'y a pas grand-chose, très très peu de choses. Ils se promènent, des fois ils se tiennent par la main, mais enfin, vous savez, je pense que c'est un infirme sur ce plan-là. Infirme affectif, et sur le plan sexuel, il n'y a pas d'identité. Dès sa tendre enfance, on peut dire qu'il n'est pas porté sur les choses sexuelles, sur les affaires du sexe, ça c'est indéniable.
Dimitri Casali, professeur d'histoire, auteur du livre « Sexe et pouvoir ». Tout jeune, il n'était pas attiré par les femmes, il a fait plutôt une espèce de crainte, moi je pense, qui vient de sa méconnaissance des femmes. Étant dans un milieu d'hommes, étant engagé très jeune dans l'armée allemande, etc., c'était un homme qui fréquentait uniquement les hommes, les soldats. C'est un militaire, Hitler, extrêmement courageux, décoré plusieurs fois de la Croix de Fer, etc. Mais il avait cette méconnaissance des femmes qui l'ont toujours un peu effrayé, avec une certaine timidité aussi. Le plus grand dictateur du XXe siècle était donc pratiquement asexué. À tel point que de nombreuses rumeurs, comme son homosexualité, ont beaucoup circulé dans les chancelleries pendant toutes ces années au pouvoir. Il faut savoir qu'il y a aussi eu toutes sortes d'opérations d'intoxication menées par l'OSS, qui était l'ancêtre de la CIA aux États-Unis, pour faire croire, par exemple, qu'il aimait bien se faire uriner dessus, des choses assez dégueulasses pour le dévaloriser, qui n'étaient pas fondées. On a beaucoup parlé de la sexualité d'Adolf Hitler. Ce qu'on semble savoir aujourd'hui, c'est que c'était quelqu'un qui finalement était pas un homosexuel refoulé, contrairement à ce qu'on a dit. Il aimait beaucoup les femmes, il s'entourait de très jolies femmes. Il aimait beaucoup charmer les femmes, il aimait valoriser la femme allemande dans des tenues un petit peu sexy. Il aimait beaucoup la présence féminine, il aimait que les femmes le complimentent, il aimait charmer. Donc c'était vraiment quelqu'un qui clairement aimait les femmes. Mais par contre, visiblement, avait certains complexes, certaines difficultés à passer à l'acte. Donc là, typiquement, on a un dictateur avec un profil psychopathique, mais qui ne défoule pas son énergie dans la sexualité. Adolf Hitler va pourtant réussir à retourner les choses à son avantage et à se servir de son infirmité sur le plan politique. Il devait absolument taire cette information confidentielle parce qu'un dirigeant politique qui fait preuve de peu de virilité, d'impuissance, est incapable de gouverner son peuple. Ça c'est une tradition monarchique et impériale qui remonte aux empereurs romains déjà, puisque l'empereur ou le chef d'État se doit d'être puissant sexuellement pour montrer qu'il est capable de gouverner son peuple. C'est vraiment le maître de la propagande, Hitler, et tout est réfléchi et pensé. Et effectivement, restant aussi dans un amour platonique, il présente aux Allemandes, au peuple allemand, cette volonté de rester justement le Führer qui est au-dessus des femmes, qui est toujours libre, qui n'est pas marié, puisqu'il recevait, je vous le rappelle, des milliers de lettres d'admiratrices chaque jour, quoi. C'est absolument hallucinant le pouvoir de ces dictateurs auprès de la gente féminine. Il y a de sa part une séduction qui est parfaitement assumée, mais qui n'est pas une séduction sexuée. Il n'y a pas de... Le Hitler sexué n'existe pas. C'est une non-personne. C'est quelqu'un qui est parvenu à érotiser l'Allemagne. Et là, il avait un certain talent, incontestable. L'érotisation, ça passait par sa personne, ça passait aussi par l'esthétique du politique, qui relayait sa personne, ça passait par Leni Riefenstahl. Il faut penser au congrès de Nuremberg de 1934. Dans le cas du nazisme, nous avons un corps de Hitler qui n'existe pas en tant que tel, qui est simplement le Führer, le guide absolu, et qui incarne, qui est le porte-parole de la communauté du peuple, la Volksgemeinschaft. Hitler dira à cet égard que, à un moment donné, il dit, si mes souvenirs sont bons, dans un de ses discours, il dit « Qui suis-je, moi, Adolf Hitler ? Je ne suis rien, je ne suis que la bouche de l'Allemagne. » C'est donc avant tout par le verbe qu'Hitler conquit les foules, et par là même le pouvoir. Pourtant, le régime nazi glorifiait le corps. C'était même l'un des fondements de sa politique, avec la volonté de créer une nouvelle race, la race aryenne. Mais Hitler lui-même était à 1000 lieues de cette représentation de l'arien idéal. Il jouait sur un autre registre.
tous les gens qui l'ont approché ont dit qu'il dégageait un magnétisme extraordinaire. Hein. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'apparence physique. Ce magnétisme, ce charisme, et encore aujourd'hui, certaines personnalités politiques qui crèvent l'écran, certains animateurs de télévision qui ont un succès comme ça répété, c'est pas spécialement des gens qui ont un physique extraordinaire, mais c'est des gens qui dégagent une forme de charisme, une étincelle. Et c'est très difficile à nous, occidentaux, de comprendre ça chez Adolf Hitler, parce que les extraits qu'on voit, qu'on nous présente, c'est toujours dans cette espèce de phase où il commence à crier, il a l'air complètement fou, exalté, parce que c'est ce qui avait été retenu par la propagande américaine et européenne pour justement dire, voilà, c'est un fou. Si on prend le temps, c'est un peu fatigant, mais prendre un discours d'Adolf Hitler au complet, il parle très longtemps, parfois pendant 2 heures, eh bien, pendant toute une partie du discours, il est très calme. Il parle les choses posément, il dit voilà, l'Allemagne a subi de nombreuses humiliations, c'est une situation qui n'est pas tolérable, nous avons été assez patients avec nos ennemis, eh bien maintenant nous n'allons pas nous laisser faire, et il montait lui-même, il se boostait lui-même, s'excitait lui-même pour à la fin effectivement crier et hurler. Il va mettre en place non pas un échange classique, mais une médiation qui repose sur l'idée que la communauté va être régie par l'émotion, par un rapport à l'émotion. On abandonne le terrain de la raison. Donc il est évident que vous avez une sexualité qui passe par ces canaux du charisme, qui accompagnent le charisme. Et quand on interroge, cette fois-ci, la question de l'érotisme et de la sexualité, c'est pas une sexualité assumée par Hitler, ni du côté des hommes d'ailleurs, ni du côté des femmes. C'est une sexualité qui s'adresse à l'ensemble du peuple allemand. Sa volonté de séduire, qui est indéniable, hein, le plus grand séducteur, le plus grand comédien, c'est Hitler. Hein, on le voit, la manière dont il répétait ses discours et dont il a enflammé des foules absolument hallucinantes. Mais tous les témoignages sont là pour dire que c'est peut-être l'homme politique le plus charismatique qui ait jamais existé. Hein. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses telles qu'elles sont. Hitler se concentra donc sur ses talents d'orateur et de séducteur, mais mit aussi sa sexualité, même inexistante, au service de son pouvoir. Ce ne fut en revanche pas le cas de son meilleur ennemi, un autre des grands dictateurs du XXe siècle, Joseph Staline. Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La sexualité des tyrans est un podcast coproduit par Initial Studio et Théorème, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Théorème, écrit par José Bourgarel et Nicolas Cuvelier-Mella et réalisé par José Bourgarel. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.